Bonjour à tous et bienvenue dans le nouvel épisode produit par la société Anomia. Ce podcast a été créé pour vous permettre de découvrir la vraie vie des avocats. Mais ce podcast n'est plus le dernier car je vous annonce officiellement que jeudi nous sortirons notre nouveau podcast Objectif Client. Objectif Client c'est quoi ? Objectif Client c'est que nous sommes allés voir les clients des cabinets d'avocats, des directions juridiques, des entrepreneurs, des DAF, des gens qui choisissent qui vont être leurs avocats pour leur poser toutes les questions que vous n'osez pas leur poser. Que faut-il faire pour les draguer ? Comment choisissent-ils leur cabinet d'avocats ? Comment peuvent-ils être contactés ? Aimeraient-ils être contactés par une personne dont elles n'ont jamais entendu parler ? Est-ce qu'un cabinet d'avocats individuel ou un petit cabinet d'avocats peut traiter les gros dossiers de grandes entreprises, de TI, de PME ou d'entreprises du CAC 40 ? Toutes ces questions-là seront traitées lors du podcast Objectif Client, réalisé par Jérôme Uturi, mon formidable associé. Mais revenons-en au podcast de ce jour. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter ma discussion avec Marion Lambert-Barré. Maître Lambert-Barré est avocate en droit pénal des affaires et en compliance. Celle-ci a créé un cabinet d'avocats avec sa formidable associée que nous qualifierons de Fanny, car j'ai oublié son nom de famille. Dans cet épisode, elle vous raconte tout. La création de son cabinet, le départ de son cabinet préalable, et elle vous expliquera comment elle a réussi à s'imposer sur ce marché. Je ne vous en dis pas plus et je vous laisse découvrir ma conversation avec Marion Lambert-Barré. Bonne écoute. Avant que ce nouvel épisode ne commence, je voulais vous parler des 2 nouvelles formations dispensées par la société Anomia. La première, la formation Boost, dédiée aux avocats individuels et aux collaborateurs. Et la deuxième, la formation Business Partner, dédiée aux avocats associés de cabinets d'affaires. Ces 2 formations uniques ont pour objectif de vous permettre de développer vos compétences business nécessaires à l'exercice de la profession d'avocat. Elles vous permettront de trouver des méthodes applicables, pratiques et concrètes pour développer au mieux votre activité. Vous pouvez les découvrir sur www.anomia.fr. Eh bien, écoutez, bonjour maître Marion Lambert-Barré. Je suis ravi que vous me receviez aujourd'hui dans votre cabinet d'avocat et dans vos tout nouveaux locaux qui sont magnifiques sur la belle place des Invalides ou l'esplanade des Invalides, où on l'appellera comme on veut, on s'en fout, au 23 rue de Constantine à Paris. Bonjour maître Marion Lambert-Barré. Bonjour Valentin Tonti-Bernard et je suis très heureuse de vous recevoir dans ce cabinet et dans ces locaux magnifiques. Vous êtes ma première réunion. Eh bien écoutez, c'est avec grand plaisir, je suis heureux que Anomia soit votre première réunion. Alors aujourd'hui, on n'est pas là pour parler de moi, mais on est là pour parler de vous. Normalement, je commence toujours en demandant à l'avocat que je reçois quel est son parcours, pourquoi est-il devenu avocat, qui il était avant de devenir avocat. Mais j'aimerais bien que vous m'expliquiez pourquoi vous avez choisi le nom de votre cabinet actuel. Le nom de notre cabinet, c'est Aldébaran. Et j'y suis spécialement attachée. Et je vais vous raconter en essayant de faire ça tout tranquillement, mais sans y passer des heures, pourquoi avec Fanny Rocabois, qui est mon associée, nous avons créé Aldébaran il y a maintenant 2 mois. Et Aldébaran, on a cherché longtemps son nom. C'était un peu la pépite qu'on cherchait. La seule certitude avec Fanny, c'est qu'on ne voulait pas nos noms de famille, parce que si la vie devait nous conduire à avoir plein d'autres associés fantastiques, ça allait ressembler à une locomotive avec des noms à wagons, à tiroirs. Et on retiendrait que le premier nom, quoi qu'il arrive. Exactement. Voilà, vous avez tout compris. Donc on ne voulait pas de ça, on voulait un nom qui soit autre et qui nous corresponde bien. Et bien c'est un exercice super compliqué. Et on a cherché. On a même décidé un jour de se faire aider en se disant, allez, il y a des gens qui font ça de leur métier, donc qu'ils nous aident. Ça n'a pas donné ce qu'on cherchait. Et un jour, grâce au frère de Fanny, qui nous a parlé d'une des planètes de Star Wars, qui s'appelait Aldéraon, le déclic est arrivé. Et Aldéraon, moi, j'ai froncé les sourcils d'un air un peu circonspect, en me disant oui, mais ça me fait surtout… Les avocats lunaires. Exactement. Je dis, ça me fait surtout penser à Aldébaran. Et pour moi, Aldébaran, c'est une série de BD extraordinaire. Un peu fantastique, un peu science-fiction, où ils partent découvrir une planète, parce que la Terre, il y en a marre, elle est polluée et tout, c'est horrible. Partons vers l'espoir. Et l'espoir, c'est les planètes d'une constellation qui s'appelle Aldébaran. C'est toute une série, c'est extra, il y a de l'intelligence rare, il y a des Yums, il y a des pandas, bref, moi j'adore. Voilà, donc pour ceux qui s'ennuient,
il y a les BD dans le bureau d'à côté. D'accord. Voilà. Très clair. Bon, écoutez, c'est une belle entrée en matière que Maître Barré choisisse les cabinets Aldébaran. Non, mais surtout parce que pour Fanny, mon avocate, Aldébaran, c'est le cheval de Bénur. Et alors, ça va vous faire marrer tout autant, mais Bénur, c'est un mythique péplum de 1959. Et Bénur, il fait une course de char hyper célèbre. Il a 4 magnifiques chevaux. Et pareil, les 4 magnifiques chevaux, il y en a un qui s'appelle Aldébaran. Et Aldébaran, c'est le plus fougueux. Il va vite, il va loin, il emmène les autres. Et surtout, il apprend plein de choses, Aldébaran. Et il apprend qu'on ne gagne pas seul. Et il apprend qu'on gagne toujours au dernier tour, qu'il faut de la persévérance et tout ça. Moi, j'ai adopté la vision de Fanny, elle a adopté la BD, et Aldébaran, en plus, c'est une étoile, alors on s'est dit, allez, go. Et bah finalement, si vous loupez votre cabinet d'avocat, vous pourrez trouver des noms pour d'autres cabinets, parce que je trouve que le raisonnement est pas mal du tout. Bon, ok, on va revenir sur des choses pas plus sérieuses, parce que je trouve ça extrêmement intéressant dans la recherche du nom du cabinet d'avocat, donc c'est extrêmement pertinent. Mais surtout, maître, qui étiez-vous avant de devenir avocat, et pourquoi avez-vous décidé de devenir avocat ou avocate ? Avocat d'ailleurs. Avocat, parfait. J'étais Marion qui s'était beaucoup intéressée à la magistrature. Du coup, qui s'était dit, tiens, ici je faisais du droit. Voilà. Et du coup, je suis allée vers le droit et même vers une prépa qui s'appelait Normal Sup Droit, préparée pour l'ENS Cachan. Et ça, je le glisse parce qu'en fait, c'est extraordinairement intéressant. Alors, Normal Sup, pas nécessairement. Normal Sup, c'est pour les profs de droit. Voilà. Mais en tout cas, aborder le droit en étant pris par la main dans le cadre d'une prépa, c'est fabuleux. Parce que les 2 premières années de droit, on peut se sentir un peu seul, un peu laissé pour compte. Et je me rappelle d'un désespoir profond de premier cours de droit civil où je ne comprenais pas un mot de ce que j'entendais. Voilà. Et donc là, dans une prépa droit, c'était canon. J'ai eu une super formation. J'étais à la Sorbonne et à Paris en prépa. Lycée Turgot, c'était super chouette. J'ai été admissible, mais pas admise, parce que justement, j'ai parlé de la magistrature à quelqu'un qui voulait recruter des professeurs d'université. Voilà, madame, vous sortez. Ciao, Pongo. Voilà, exactement. Et du coup, après, licence classique à SAS, un tour par Erasmus. Pareil, la meilleure chose qu'il faille faire. Il faut partir à l'étranger, il faut s'ouvrir aux autres, il faut avoir cette expérience dingue. De changer juste d'état d'esprit, quoi. On est la même personne avec 360 degrés d'ouverture au lieu de 30% habituellement. Voilà. Et du coup, la vie m'a conduit à des stages de magistrat, auprès de magistrats, et j'ai trouvé que c'était un métier sublimement beau, extrêmement difficile, et que je n'avais pas très envie de faire. Parce que il manquait une dominante que j'ai vue dans d'autres stages d'avocat, c'était la liberté. Simplement. La liberté, une diversité intellectuelle sans limite et aussi extrêmement intéressant, extrêmement passionnant. Donc j'ai suivi le gros du peloton depuis les bancs de la fac jusqu'au concours d'avocat et puis voilà, puis après ça a déroulé comme ça. Mais alors aujourd'hui, vous n'êtes pas simplement avocate, vous avez choisi une matière de prédilection que vous exercez à titre quasi exclusif et même totalement exclusif peut-être, qui est le droit pénal des affaires, et un droit extrêmement particulier. Est-ce qu'il est venu dès le départ, ou est-ce que vous avez eu d'autres expériences et finalement vous avez goûté à ces plaisirs a posteriori ? Alors il n'est pas venu dès le départ du tout, et je me dis que je suis une personne d'opportunité manquée, je veux faire de la magistrature et je me retrouve avocate, et je commence ma carrière d'avocate en faisant du M&A. Voilà. Très clair. Donc j'arrive, je faisais du corporate dans un cabinet qui s'appelait Sarro Thomas Couder, qui était en création, qui venait de se créer. Et du coup j'ai appris cette matière-là parce que les circonstances, les rencontres m'y ont conduite. Et c'était très formateur, c'était très chouette. Et puis j'ai rencontré, grâce à Fanny, son associée, j'ai rencontré Jean Reinhardt. Fanny travaillait déjà chez RMT et Jean cherchait une collaboratrice. Et Jean, il faisait du contentieux et du pénal des affaires. Moi, je n'avais jamais fait de pénal de ma vie. Voilà, j'avais vaguement bachoté en 2e année un cours pénal, je ne savais pas ce que c'était. Donc, syndrome de l'imposture à plein, plein les ballons. Mais à l'instinct, humainement, je me suis dit ça pourrait être une belle expérience de bosser dans cette équipe-là. Et je suis partie découvrir le contentieux et le pénal des affaires. Et ça, c'était en 2008. Voilà.
Très clair. Et donc, est-ce qu'on peut revenir un petit peu sur votre expérience dans le premier cabinet en création dans lequel vous êtes allé pour faire du M&A? C'était quoi les tâches qui vous ont été fournies immédiatement? Par quoi vous avez commencé? Et est-ce que c'était l'image que vous aviez de la profession d'avocat? Ouais, ça je vous réponds. Je suis entrée en tant que stagiaire. Ok. Je suis entrée en tant que stagiaire dans un cabinet qui se créait. Donc c'était stagiaire polyvalent total. J'avais aussi la casquette de documentaliste. Il fallait constituer une bibliothèque. Et je faisais de l'actualité, de la veille que je présentais tous les mercredis matins. Donc en fait c'était un exercice hyper complet où j'ai découvert une matière, parce que quand on sort de la fac, le M&A, le private equity, les LBO, les LMBO, encore une fois c'est du chinois total, quoi. Et donc du coup quand j'ai commencé effectivement en tant que, on va dire, collaboratrice M&A, les tâches qui étaient données, alors je ne vais pas faire d'inventaire à l'après-vert, mais en l'occurrence c'était l'apprentissage de la rigueur dans toute sa splendeur. Il fallait exécuter, surtout, des instructions de façon la plus rigoureuse possible, la plus carrée. Et quand je dis ça, un double espace, c'était ce que je traquais la nuit à 1h du matin dans les projets de contrat qu'on allait faire signer. Voilà. Donc c'était intellectuellement riche pour apprendre ça, pour apprendre des mécanismes d'horlogerie qui sont justement des clauses de contrat qui doivent toutes se marier ensemble, etc. Et du coup, l'entrée en matière, c'est comme l'entrée de gamme, hein. On fait des petites choses et puis elle vous donne des sueurs froides. Et puis quand vous les regardez avec quelques années de plus, voilà, ça fait gentiment sourire. Mais est-ce que c'est pas un travail justement qui est fastidieux et qui peut être décourageant dans un premier temps, en fait, de se dire qu'on a fait 7 ans d'études en passant par une prépa ENS et derrière se dire que finalement à 1h du mat, on traque des doubles espaces sur un contrat? Ça fait réfléchir. Ouais. Ça fait réfléchir. Après, je réduirais pour rien au monde déjà les qualités requises pour faire ce métier, et les 7 ans d'études sont amplement nécessaires parce qu'il y a derrière toute une mécanique intellectuelle qu'il faut comprendre. Quand je parle d'horloger, c'est vous avez sur la table un client qui arrive en disant « Ouh, voilà, moi je vais acheter cette boîte, mais je veux pas de ça, je veux pas de ci ». Derrière, vous traduisez tout en droit. Ça peut être laborieux, ça peut aussi être passionnant quand vous réussissez à fabriquer des montages intéressants. Et pour les jeunes collaborateurs en M&A, la partie très intéressante, on dit toujours qu'elle vient plus tard. Voilà. Et c'est vrai, il y a une partie un petit peu qui demande pas mal d'efforts dans la rédaction, la rigueur, la méticulosité. Mais ça, enfin, tout avocat a besoin d'apprendre ça, que ce soit du contentieux, du corporate ou du pénal. Il faut être rigoureux, il faut être méticuleux, tout ça c'est la clé de tout. Donc, Très clair. Et Jean Reinhardt, du coup, que vous rencontrez, qui fait du droit pénal et du droit pénal des affaires, pardon, et du contentieux, que vous découvrez en 2008, comment vous décidez à aller vers lui? Donc Fanny vous sonne en vous disant Jean Reinhardt cherche quelqu'un. Pourquoi vous vous dites je vais passer du M&A au contentieux? Pour exactement ce que vous avez soulevé et touché du bois, c'est-à-dire qu'on peut se demander si le sens de la vie a traqué des doubles espaces à 1h du matin. Mais plus que ça, moi j'aimais beaucoup le cabinet où j'étais au début, et quand je rencontre Jean Reinhardt, il me fait beaucoup rire. Fondamentalement, il me fait rire. Et je pense que ça a mis beaucoup de questions, et je me suis dit pourquoi est-ce que je n'arrête pas de penser à cette propale de collab alors que je suis bien dans mon premier cabinet. Je ne connais pas les matières qu'il me propose, je n'ai pas été formée à ça. Son cabinet, je le connais franchement pas plus que ça. Alors, son cabinet était connu, mais moi j'étais ignorante, hein, mettons les choses à l'endroit. Mais instinctivement, je me dis, je crois qu'il faut y aller. Et j'y suis allée. Et je ne l'ai jamais regretté. Et pourquoi j'y vais donc? Parce qu'à l'instinct, je pense que les relations humaines sont les choses les plus importantes, même dans la relation de travail, même au point de changer de matière. Ça a été déterminant dans mon cas. Nous aussi, on est particulièrement d'accord et je pense qu'on raisonne de la même façon. C'est-à-dire que quand on s'est rencontré avec Jérôme, c'était aussi une évidence qu'on devait travailler ensemble. On n'avait jamais bossé ensemble jusqu'à devenir associés. On avait juste bu des bières pendant 1 an à HEC ensemble et on savait qu'on était sur les mêmes valeurs, qu'on avait la même niaque et qu'on venait des mêmes milieux et qu'ensemble on irait loin si on se mettait ensemble, et c'est comme ça qu'on l'a fait. Et ça a très bien fonctionné aussi. Et donc la première base, c'est l'instinct. L'instinct, exactement. Et donc vous rejoignez ce cabinet d'avocats. Ouais. Et finalement, vous allez goûter à la matière, en plus du côté humain que vous allez trouver et que vous allez adorer. Vous allez aussi goûter une nouvelle matière qui fonctionne différemment de ce que vous avez pu voir. Et là, quels vont être vraiment vos enjeux, les tâches, ce qui va vous plaire, ce qui va vous stimuler, vous motiver au quotidien? Ok, là, ce qui me surprend énormément déjà, c'est la qualité et la richesse des relations humaines.
On n'a pas le même rapport entre un client qui vient voir un grand cabinet en corporate et en M&A et un client qui vient voir ce cabinet en contentieux ou en pénal des affaires plus encore. Il y a une dimension humaine bien plus importante, bien plus riche en matière contentieuse. Ils viennent avec un problème, ils ne parlent pas la langue du contentieux, ils parlent encore moins la langue du pénal et donc ils ont besoin d'être pris par la main, ils ont besoin d'être entendus. Parfois c'est très long, mais il y a toute cette partie humaine que j'ai tout de suite adorée et pour laquelle j'ai signé directement dans cette matière contentieuse. Ensuite, il y a quelque chose d'extrêmement important aussi, en contentieux et en pénal, c'est la même chose, c'est la maîtrise de son dossier. Et un dossier, c'est toutes les pièces que vous donne le client, ou que vous met à disposition le juge d'instruction, ou que le dossier qui est mis sur la table. Vous devez connaître parfaitement l'histoire du client, les contrats, les clauses, d'aller, si c'est un dossier pénal, vous devez l'avoir lu, vu, annoté, stabiloté, vous devez le comprendre, vraiment, il doit vous habiter. Et là, quand vous avez tout intégré, tout compris, là vous commencez à raisonner. C'est vraiment pour moi la deuxième étape. Et ça, cette découverte du fait et de la maîtrise factuelle qui est à disposition, et ensuite on construit quelque chose de juridique après se l'être approprié, ça j'ai adoré. Et puis ça c'est encore le cas aujourd'hui, ça pour moi c'est le basique du métier d'avocat, c'est ça. Très clair. Et donc vous arrivez, vous créez finalement votre méthode, où vous fonctionnez par mimétisme sur la façon dont fonctionne Jean Reinhardt. Et est-ce que vous commencez à ce moment-là à envisager de développer votre clientèle personnelle? Alors c'est venu assez tôt, ouais. Et en fait ce qui est venu avec, c'est une adrénaline toute particulière. Parce que c'est pas la même chose de s'occuper des clients des autres en suivant des instructions, et même en étant super autonome, et de travailler ses propres dossiers, d'avoir uniquement sa réflexion pour lui dire voilà, moi je vais préconiser de faire ci, je vais préconiser de faire ça, et de prendre son client avec soi et sa responsabilité avec. Voilà. Et du coup, j'ai commencé assez tôt et puis pour le coup avec un spectre plus large, parce que on prend les petits dossiers comme ils viennent, en essayant quand même de le faire au mieux et de surtout jamais travailler une matière que je ne sais pas faire, ça on est bien d'accord. Et du coup, c'est venu assez tôt en parallèle. En revanche, c'est resté relativement raisonnable en proportion parce que les dossiers du cabinet de Jean m'occupaient quand même beaucoup et que j'adorais m'y consacrer. Et qu'il y avait en plus, et je vais même ajouter un point particulier dans les choses importantes de la collaboration, quand on bosse en équipe, c'est hyper précieux. Quand on bosse tout seul, c'est un côté un tout petit peu plus aride, un peu plus différent. Voilà. Et du coup, les dossiers de Jean, parce que je n'ai pas répondu à votre question tout à l'heure sur ce qu'on faisait, Jean, il laissait beaucoup d'autonomie, donc déjà, il emmène partout, donc on voit, on apprend, on voit comment il est en audience, on voit exactement. Pour ceux qui ne voient pas, Valentin est accompagné par des yeux scrutateurs. Par Enguerrand Best, qui est notre super stagiaire ingénieur. Et donc du coup maintenant on l'amène partout pour que lui aussi puisse voir quel est notre métier et ce qu'on fait. Et ben Jean ne démentirait pas cette façon de faire, et moi je ferais pareil. C'est que en fait, quand on est là en spectateur, mais on absorbe tout. Le sentiment d'audience, on absorbe les réunions. Et puis après, c'est intéressant de pouvoir confronter les points de vue. Bon alors, tu l'as trouvé comment? Ouais, non. Elle était chiante. Exactement. Remballe ce sourire en garant. Non mais c'est tout à fait ça. Et alors du coup, aujourd'hui, ça fait du coup, vous découvrez le cabinet de Jean Reinhardt en 2008. Ouais. Vous commencez à bosser avec lui en 2008. Vous adorez ce que vous faites. Excellente relation humaine, travailler en équipe, enrichissement personnel. Vous développez un peu votre clientèle personnelle, mais c'est un peu plus aride, donc ça reste proportionnel parce que bien sûr, avancer seul sans filet, c'est agréable, ça vous permet de monter en compétences, mais en même temps, il ne faut pas trop le faire parce qu'il faut rester concentré sur les dossiers du cabinet et vous, ça vous stimule plus, et étant donné qu'il y a un échange intellectuel qui est plus important. Mais aujourd'hui, vous n'êtes plus chez Jean Reinhardt. Qu'est-ce qui s'est passé au fur et à mesure du temps? Quelles sont les responsabilités que vous avez prises et qu'est-ce qui a fait que vous quittiez ce cabinet? La question rallonge. Hein. Carrément, et je réfléchis comment ne pas répondre à rallonge. Au fur et à mesure du temps, il y a une envie qui avait toujours été là, qui a pris de plus en plus de place. C'est celle de l'entrepreneuriat, de l'indépendance, de l'autonomie, de la liberté.
Et autant c'est confortable au tout début d'avoir un tuteur, autant on a ensuite assez envie de voir comment ça fait de déployer les ailes. Et j'ai pris mon temps pour les déployer, ces ailes, mais intellectuellement, je pense qu'il y avait un grand travail qui se faisait, psychologiquement, il y avait un travail qui se faisait. On ne va pas se mentir, j'ai aussi eu des enfants pendant cette période-là, j'ai eu 2 enfants. Et un cabinet, c'est comme un enfant, c'est comme un bébé, il faut lui donner beaucoup de temps. Et du coup, tout en même temps, c'était compliqué. Et du coup, au sein de RMT, j'ai grandi, on a grandi parce que Fanny suivait exactement la même voie, on avait la même seniorité, on faisait à peu près la même matière. Et au bout d'un moment, on a proposé le développement d'un pôle en plus, un pôle de la compliance anticorruption lié à la loi Sapin 2. Alors, je ne vais pas... 9 décembre 2016. Oh yeah. Bravo, Valentin Tantizana, vous êtes une star. Bon, et ben, elle a révolutionné le monde de l'anticorruption, cette loi-là, en imposant quand même un sacré nombre d'obligations pour les entreprises de plus de 100 millions d'euros, etc. Chiffre d'affaires 500 salariés. Bref, tout un champ à investiguer. Et du coup, on a développé cette pratique pour accompagner les entreprises confrontées à ces problématiques et ces nécessités d'instauration de mécanismes anticorruption. On l'a mis en place chez RMT, ça marchait bien. Et du coup, avec Fanny, on était décidés depuis très longtemps à faire quelque chose ensemble. On a toqué à la porte de l'association interne, toutes les deux, en même temps, en présentant aussi ce pôle compliance et puis nos matières. Et quand le collège des associés a ouvert la porte à laquelle nous toquions, je pense que l'équation n'était pas la bonne entre 2 associés marqués contentieux dans un cabinet déjà très contentieux, 2 femmes peut-être, enfin, il y avait une équation qui n'était pas celle du moment. Alors avec Fanny, on s'est dit, écoute, ce projet qu'on a depuis très longtemps, ce projet qu'on a depuis 2013, et je sais la date parce que je la raccroche à des événements personnels, on n'a qu'à le mettre sur place en fait, sur pied et en place. Et puis on a donné naissance à Aldébaran. Très clair. On va revenir un petit peu sur ce passage du moment où vous avez commencé avec Fanny à développer ce département dans un cabinet qui peut s'apparenter à de l'intrapreneuriat, pour parler le langage de la Startup Nation, mais à de l'intrapreneuriat avant de traiter du cabinet, parce que ça m'intéresse beaucoup. Comment on fait lorsqu'on est dans un cabinet bien établi, qui est un cabinet tradit français, pour pouvoir justement développer et se positionner comme étant des références en compliance et en se détachant du corps existant pour s'installer dans notre petite niche et développer ce département? Alors, je pense que l'un des points importants, c'est que c'était une matière nouvelle. C'est une matière que personne ne faisait au sein de RMT. C'était en jachère. Et pour autant, beaucoup de clients du cabinet pouvaient en avoir besoin. Et c'était dommage de ne pas combler ce besoin. Et du coup, avec Fanny, on s'est formé tout d'abord. On s'est formé en suivant, on ne s'improvise pas maître S-Compliance, ou en tout cas, c'est une langue qu'il faut apprendre à parler. Et c'est une matière particulière parce qu'elle est aux confins du droit, mais aussi du chiffre. Donc, en tout cas, de la comptabilité, il faut des qualités, ou en tout cas être auditeur pour pouvoir mener à bien des process de mise en conformité. Et donc, du coup, on s'est formé et puis on s'est dit qu'on n'avait pas toutes les compétences, possiblement, et qu'il fallait du coup qu'on aille les chercher là où elles étaient. Et donc, on a établi des partenariats avec des personnes qui sont justement totalement complémentaires de cette plus-value qu'on peut apporter nous en tant que juriste, avec notre regard de pénaliste sur les dispositifs anticorruption, et on a été chercher des auditeurs. Voilà. Et du coup, et d'autres personnes avec un bagage d'experts comptables pour pouvoir mettre toutes ces compétences ensemble, faire shaker, et puis proposer à des clients un alliage qui permette d'avoir toutes les compétences en une. Voilà. Et alors en intrapreneuriat, tout ça on propose. RMT c'est en soi assez souple d'accueil, c'est-à-dire qu'on peut proposer beaucoup. Alors après c'est
accepter, pas accepter, on laisse faire, mais on a eu, nous, une énorme autonomie pour développer le projet qu'on portait. Ok, très clair. Donc ça, je comprends bien. Vous apportez un projet solide en disant, voilà, nous on se rend compte que depuis le 9 décembre 2016 ou la mise en application qui a eu lieu je ne sais pas quand, 1er juin 2017. derrière on a réuni un pôle d'auditeurs ou en tout cas un pôle de partenaires qui va nous permettre de répondre aux objectifs et aux besoins de nos clients qui est un besoin naissant. Mais derrière, comment ces clients-là, vous allez les chercher ? Parce qu'on ne parle pas du boulanger du coin, on ne parle pas d'un artisan, on parle d'entreprises qui font quand même minimum 100 millions d'euros de chiffre d'affaires et qui comptent combien de salariés ? 500. 500 salariés. Donc, ce n'est pas des entreprises qui sont faciles d'accès, en tout cas dans un premier temps. Donc, est-ce que vous commencez à aller chasser en interne sur le portefeuille client de RMT ? Ou est-ce que vous vous dites, voilà, nous on va se positionner vers l'extérieur comme étant des expertes ou en tout cas un acteur majeur de la compliance et on va proposer nos services à des entreprises de tel ou tel secteur d'activité? On a fait les deux. On a proposé en interne d'aller chasser les clients, entre guillemets, déjà existants, et donc du coup d'aller voir dans les portefeuilles des clients, des associés, s'il y en avait qui répondaient aux besoins. Après, il y a un accueil différent selon les associés, qui sont enclins ou non à faire des synergies. Et donc ça, c'était le premier volet, et parce que nous, on savait qu'il y avait ce potentiel énorme, ce vivier farouche. Bon, ils ne veulent pas y répondre, ou ils veulent, donc voilà, en tout cas, il y était. Et ensuite, on s'est dit, ça c'est très bien, maintenant, ce n'est pas nécessairement suffisant, et il y a un vrai besoin, il y a un vrai marché, et donc allons avec d'autres, et non pas juste nous, Fanny et Marion, sortis de notre cabinet, sans précéder d'un background, allons créer ce background, cette expérience, et on y va avec des partenaires. Et ces partenaires, eux aussi, vont avoir des leviers, et ensemble, on mutualise. Très clair. Question à part, après on revient sur le cœur des débats. Je suis en train de penser à la directive d'Axis qui a été transposée en droit français et qui prévoit notamment pour beaucoup de professionnels, notamment les avocats, de mettre en place des KYC pour certaines typologies de clients. Est-ce que par exemple les avocats aujourd'hui pourraient être vos clients ? Ça c'est une très bonne question et je pense que oui. Dans la mesure où c'était drôle parce qu'effectivement au 31 janvier 2021, nous étions contraints, nous avocats, d'avoir mis en place des dispositifs LABT, donc de lutte anti-blanchiment. Et quand c'est pour soi, on se retrouve assez démunis, dépourvus, quand bien même on approche le sujet de façon totalement différente quand on le fait pour les autres. Donc oui, absolument. Tiens. Nouveau vivier de clients, c'est un jeu de notes. Ça fera 500 balles. Non, parce que j'ai vu passer les mails du CNB et je suis en discussion aussi avec Julie Evangelisti qui me relance très très souvent du cabinet de Rose qu'on aime beaucoup, qui me dit mais faut que tu fasses ça, faut que tu fasses ça. Donc du coup je remercie Julie, je lui passe le bonjour parce que je sais qu'elle écoute nos podcasts, mais en tout cas voilà. Ok, très clair. Okay. Donc là vous commencez à vous positionner et du coup c'est quoi l'évolution de ce département compliance au sein de RMT et est-ce que vous voyez un élément déclencheur qui arrive? Parce que quand la loi elle sort, est-ce que ça fait bouger les clients ou est-ce que ça fait bouger le marché? Tant qu'il n'y a pas de sanction, on peut quand même légitimement se poser la question. Est-ce qu'il y a un élément déclencheur qui fait qu'il va y avoir un boom de la compliance ou qu'il y a eu un boom de la compliance? Oui, c'est un boom en plusieurs temps en fait. Le marché, il est très différent entre les très gros et gros qui sont en outre connectés ou en tout cas soumis aux réglementations américaines et anglaises, en tout cas globalement anglo-saxonnes, qui ont déjà des longueurs et des longueurs d'avance sur la compliance et qui n'ont pas le choix et il faut être compliant. Ils le sont quasiment déjà. Et le déploiement, en 2016 j'entends, le déploiement de la mise en œuvre de ces dispositifs anticorruption suppose des moyens qu'une équipe de 2 personnes au sein d'un cabinet français, même en lien avec l'international, n'ont pas. Donc ce marché-là, on n'y répondait pas. Ce boom de la compliance en 2016, il ne nous concernait pas. En revanche, il y a ensuite sur ce marché des sociétés dont la préoccupation première, ça ne va pas être ça, ça ne va pas être de se dire tiens, est-ce que dans ma direction juridique, j'ai X, j'ai Y, j'ai un compliance officer, j'ai tout ça en fonction des nouvelles lois qui sortent, qui vont être moins vigilantes sur ces obligations-là et qui, en 2017, 2018, quand on commence à entendre un peu plus parler de compliance, quand ensuite en 2019, ah tiens, c'est quoi l'AFA, là, l'Agence française anticorruption qui a fait des contrôles, etc. Et là, on va avoir comme un second marché qui s'ouvre, non moins important, avec des entreprises très belles, à des tailles un petit peu plus raisonnables,
et qui n'ont pas encore mis en œuvre de dispositif. Et là, ces entreprises-là, que ce soit par le bouche à oreille, que ce soit via des partenaires, que ce soit via le cabinet, que ce soit ensuite le background aidant, elles arrivent seules. Ce second marché-là nous concerne beaucoup. Voilà. Et est-ce qu'au début, les entreprises que vous êtes en train de citer là, elles venaient vous voir pour vraiment se mettre en conformité avec la peur de la fac? Ou est-ce que l'objectif c'était de dire, en fait, voilà, les gros du marché sont aujourd'hui compliance friendly et ils demandent à leurs sous-traitants ou en tout cas à leurs prestataires d'être compliance friendly, et du coup c'est une condition sine qua non pour qu'on puisse avoir des accords commerciaux avec ces grandes entreprises. Mais en fait vous connaissez super bien la matière. Oh. Ouais, ça me fait plaisir de ne pas être un charlatan dans mon métier. Ce second levier d'accès au marché, il existe, et nous c'est ce qu'on appelle la compliance par capillarité. C'est-à-dire que c'est des entreprises qui ne sont même pas soumises à Sapin 2, qui vont se trouver confrontées à des barrières à l'entrée si jamais elles ne répondent pas aux conditions. Et donc du coup on fait hello, troisième marché, venez donc, et en mode plus light possiblement, parce que vous n'êtes pas soumis à Sapin 2. En revanche, voilà, il faut adopter les codes de ceux qui le sont. Donc le code de conduite, vous l'avez, votre dispositif de formation, vous l'avez, etc. Et là on ne va pas ennuyer le monde, mais c'est ça. Très clair. Donc ce département-là, avec Fanny, vous le faites grossir au sein de RMT, Ouais. En termes d'effectifs également ou uniquement en termes de nombre de clients et de chiffre d'affaires? En termes d'effectifs, on restait nous et on faisait bosser des stagiaires avec nous, mais pas de collaborateurs. Très clair. Et donc, vous présentez votre association, les associés pour X ou Y raisons sur lesquelles on ne s'étalera pas parce que vous n'avez pas voulu vous étaler, et derrière décident de ne pas accepter ce projet ou l'acceptent pour une des deux ou peu importe. Et là, vous vous dites en 2013, on a eu ce projet, rien ne nous empêche de pouvoir monter notre cabinet d'avocats. Et du coup, là naît le cheval de Bénure ou la BD, le cabinet Aldébaran qui vient se positionner. Mais là, ça devient quand même différent. C'est-à-dire qu'on n'a plus la machine RMT derrière. Là, on prend son fil, on marche comme des funambules et bien sûr, depuis 2016, on a acquis de l'expérience, on a acquis une notoriété sur le terrain, mais on ne peut plus bénéficier du poids de la structure derrière, soit en termes de soutien effectif, soit en termes d'opération interne ou de gestion de cabinet d'avocats. Et là, on lance son activité. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ça? Oui. Eh bien, en fait, quand on développe, les acquis restent. C'est-à-dire que c'est aussi un des propres de la profession d'avocat, c'est qu'on est quand même libéraux fondamentalement, que le client, il est roi, il est attaché à personne, que les bonnes relations que vous développez avec les uns les autres, que vous soyez dans une structure A ou dans une structure B, vous les conservez. Et donc du coup, tout ce qu'on avait pu travailler, développer, se faire connaître, et par du sérieux aussi, je veux dire par du fond, et pas uniquement par le fait d'être attaché à une structure, a naturellement continué. Et donc les leviers qu'on avait mis en place pour attaquer ce marché, eh ben, on les poursuit. Et donc je vous parlais de partenaires, je le maintiens, c'est notre façon d'accéder à ce marché, indépendamment du fait qu'on n'a pas un cabinet de 100 personnes pour donner une assise à nos travaux. Mais alors du coup, pourquoi ne pas avoir créé de SEP ou de société pluriprofessionnelle d'exercice si ces partenaires étaient si clés pour votre activité? Parce qu'en fait, la compliance, c'est, on va dire, un tiers de notre activité. L'autre tiers, c'est le contentieux commercial et le dernier tiers, c'est le pénal des affaires. Voilà. Très clair. Donc c'est très équilibré et dans le pénal des affaires et dans le contentieux des affaires, on est fort bien en cabinet d'avocat. Parfait. Et aujourd'hui, vous êtes donc deux associés à la tête du cabinet. J'ai cru comprendre entre les lignes que c'était amené possiblement à évoluer. C'est-à-dire que vous n'étiez pas fixé sur deux, mais que vous espériez que plein d'associés brillants viennent travailler au fur et à mesure du temps avec vous. Aujourd'hui, c'est quoi la différence entre vous et Fanny? C'est quoi votre positionnement? Est-ce que vous avez un positionnement marché qui est similaire? Ou est-ce que l'une d'entre vous est plus axée sur, par exemple, le droit pénal des affaires et l'autre sur la compliance, et que vous vous retrouvez main dans la main sur le contentieux commercial, ou que vous avez des domaines d'activité qui sont bien spécifiques, peut-être par rapport à des secteurs d'activité donnés? On est positionné de façon assez similaire, avec une sensibilité naturelle de Fanny pour le contentieux commercial, le contentieux trash, le contentieux de l'urgence, et une sensibilité naturelle pour moi pour le pénal des affaires. Et on se rejoint sur la compliance. Très clair. Et donc vous, parce que vous êtes là avec nous, on va vous cuisiner un petit peu parce que Fanny n'est pas là, donc on ne peut pas la cuisiner. Je me prête au jeu. Ouais.
En droit pénal des affaires, moi je prends souvent l'adage de Rémi Laurin qui me dit, que j'aime beaucoup d'ailleurs, qui travaille au sein du cabinet d'Arrois et qu'on a déjà entendu sur ce podcast, qui me dit qu'en ce moment beaucoup s'improvisent avocats en droit pénal des affaires en disant que en fait, c'est intéressant parce que c'est assez passionnant, mais que c'est difficile de faire du pénal général et du pénal des affaires, c'est vraiment une activité à plein temps. Donc vous vous occupez la majeure partie de votre temps sur cette activité. Est-ce que vous êtes de son avis ou pas du tout ? Que c'est une matière toute particulière, oui, qui requiert un temps fou, totalement d'accord. Totalement d'accord. Moi, je ne fais pas du tout de pénal général, je fais vraiment du pénal des affaires. Et c'est vrai que c'est une matière qui demande du temps pour ce que je vous citais au tout début. C'est qu'en fait, c'est pas une matière de laborieux, mais c'est une matière de personne qui connaît à fond son dossier. Et ça peut prendre des heures de connaître à fond un dossier. Quand vous avez 10 000 cotes qui arrivent dans votre bureau, il faut les lire, il faut les regarder. Et c'est parce qu'on se l'est approprié et qu'on le maîtrise parfaitement que là, on va pouvoir avoir des bonnes idées, avoir des angles un peu novateurs, avoir des angles peut-être ultra classiques, mais qui fonctionnent très bien parce qu'on a vu que ça allait fonctionner. Voilà. Et donc du coup, est-ce qu'on s'improvise ? Non, on ne s'improvise pas. Où est-ce qu'on l'apprend et comment on l'apprend ? On l'apprend en le voyant, comment les juges d'instruction ils fonctionnent, comment les procs fonctionnent, comment c'est jugé en audience, comment on vit un dossier depuis le moment où on va recevoir une réquisition judiciaire dans on m'a demandé de communiquer tel document, je fais quoi ? Jusqu'au jour où ça arrivera éventuellement peut-être un jour sur le bureau du tribunal correctionnel. Et donc du coup, pour moi c'est passionnant. Je vais pouvoir en parler pendant des heures, je me débranche avant. Mais c'est un métier auquel il faut se former, qu'il faut prendre le temps de se former, il faut avoir l'humilité de pouvoir le faire. Et c'est un métier assez particulier aussi parce il l'était déjà pas mal, il devient de plus en plus très médiatique, avec incarné par des personnes de très grand talent, donc qui suscitent beaucoup d'admiration. Et donc ensuite, tout le monde veut faire du pénal des affaires. On veut des noms. Vous les avez déjà tous. Je vous renvoie à la liste des podcasts. Il me manque Hervé Temim. Hervé, si vous nous entendez, je suis preneur. Alors là, je dis oui, parce que j'écouterai avec joie, Hervé, l'heure pendant laquelle vous expliquerez votre parcours. Voilà, je vais voter. Merci beaucoup. Merci pour ce soutien. Et donc, combien ça se facture un dossier en droit pénal des affaires ? Excellentissime question. Rien, très peu, beaucoup, énormément, à la folie. Pas du tout. En fait, ça se définit avec le client. Là où il faut un subtil équilibre, c'est que c'est énormément de temps et énormément de travail et que tous les clients ne peuvent pas rémunérer, comme le souhaiterait l'avocat, toutes les heures qui y sont passées. Néanmoins, ça fait l'objet d'un bel accord par écrit. Comment parler avec de la langue de bois sans donner aucun chiffre ? Exactement, non, c'est clair et net pour vous. Non, je vais vous dire, franchement, entre une personne physique qui a quelques ennuis, qui a un capital pas tout à fait raisonnable, vous allez prendre un peu à la mesure de ce qu'il peut donner et facturer ce qu'il peut donner. Et quand vous avez une grande société qui de toute façon sait qu'elle a un risque de réputation terrible, qu'elle n'a pas le choix, vous facturez au taux horaire et puis ça prend beaucoup de temps et possiblement c'est rémunérateur. Et en même temps, c'est de la contrepartie de la mise à disposition totale de l'avocat à son client. Donc je ne vais pas vous donner des chiffres, ça irait de 0 à je ne sais combien. L'infini, comme dirait certains. C'est quoi les clés de réussite d'un bon avocat en droit pénal des affaires ? Alors, on prend un éventail. À la toute fin, on met le talent, l'éloquence, les effets de manche, tout ce dont on rêve quand on ne connaît pas trop le métier d'avocat. Voilà, ça c'est dit. On revient au basique. Un bon avocat d'affaires, pénal des affaires, il sait passer des heures sur le dossier pour tout comprendre, tout voir, tout lire, ne rien laisser au hasard. Ensuite, il passe du temps à écouter son client. Il y a une vraie part pour essayer de comprendre les faits, comment ça s'est passé, pourquoi on en est là. Et vraiment s'approprier, c'est-à-dire mesurer, comprendre la situation en fait. Et ensuite, il y a le raisonnement juridique qui peut être magnifique en droit pénal. C'est pas juste de l'effet de manche et du fait. Pour essayer de construire pourquoi, toujours en défensif, souvent, pourquoi l'infraction n'est pas constituée. Quelle est la case qu'on peut décocher qui fait qu'on va faire s'effondrer la jolie construction du parquet si on est côté prévenu. Et puis si on est côté partie civile, on essaie de gonfler un peu les bras pour faire les méchants et aider le ministère public à poursuivre. Très clair.
Et comment on rentre sur ces gros dossiers quand on voit par exemple maître Jacqueline Lafont qui entre sur les dossiers Sarkozy, maître Beaulieu qui rentre dans des dossiers dont on ne citera pas les noms actuellement, les affaires sur lesquelles Balladur, les affaires Chirac, etc. Comment on rentre sur ces dossiers-là? Est-ce que c'est déjà des dossiers qui vous intéressent? Parce que en fait, moi je sais ce que vous faites comme droit pénal des affaires, parce qu'il existe un éventail aussi qui est plutôt long. Vous travaillez beaucoup, si je me trompe, j'aurais vraiment l'air con, mais en titrisation et en droit boursier. Est-ce que je dis une grosse bêtise ou pas? Non, je ne voudrais pas dire ça. Maintenant, j'ai travaillé beaucoup dans le secteur bancaire, pour des clients bancaires. Ouais. Très Et clair. notamment pour un dossier pénal qui était le dossier pénal opposant Société Générale, Jérôme Kerviel. Ok. Voilà, qui a été. On aurait pu parler de ça. Plutôt que de parler de vous. On aurait pu, mais je suis tout à fait. Alors, en revanche, je suis encore moins arrêtable. C'est-à-dire que mon premier dossier, raisonnons grossièrement, mon premier dossier en droit pénal des affaires, ça a été celui-ci. Ah oui, donc Voilà, vraiment si on peut, un saut dans le grand bain. Un saut dans le grand bain absolu et qui a duré 12 ans, Mais côté Société Générale ou côté Jérôme côté Kerviel? Société Générale. D'accord, très clair. Parce que moi j'avais lu, lu en diagonale, parce que ça faisait une centaine de pages, la décision qui a été rendue et l'arrêt qui a été rendu par la Cour d'appel de Paris, si je ne raconte pas de tout à bêtises, sur cet arrêt-là. Et c'était palpitant. C'était un des professeurs d'ailleurs en droit pénal des affaires qui s'appelait Frédéric Stasiak, Oui, faculté de droit de je Nancy, connais qui est très très sympathique, Ouais. qui nous avait expliqué les sous-jacents et les enjeux de l'affaire Kerviel. C'était d'ailleurs très très sympa. Alors une je savais affaire pas que vous aviez commencé absolument sur cette merveilleuse. affaire. Alors honnêtement, je la connais par cœur. C'est-à-dire Ok. que vous appuyez sur un bouton, je vous récite la code 738, et là je vous illustre à la perfection ce que je vous disais tout à l'heure. Et en fait, la raison et la façon dont on rentre sur un dossier, c'est ça, c'est le boulot qu'il y a derrière. En tout cas, sur Kerviel, pas du tout concernant, mais c'est ça qui m'a appris. Comment faire. Ensuite, j'y ai découvert les relations, comment on parle avec un juge d'instruction, comment ça se passe à l'intérieur, qu'est-ce qu'on fait valoir comme droit, comment on travaille. J'ai vu à l'œuvre des grands ténors du barreau. Je me rappelle encore d'une confrontation où il y avait dans la même pièce Dupond-Moretti et Jean Veil, notre ministre garde des Sceaux et Jean Veil, et François Martineau qui vient d'avoir la relaxe magnifique avec Félix de Bellois notamment hier pour Balladur, avec Jean Reinhardt, et puis il y avait toute l'équipe de défense de Jérôme Kerviel. C'était des pièces où il y avait une intensité, une électricité dans l'air, c'était juste hallucinant, digne de tous les romans. Et dans cette affaire qui a duré des années et des années, pour moi la justice elle a fonctionné, mais vraiment, elle a été faire son job, et c'était compliqué pour découvrir un univers qu'on ne connaît pas, qu'on connaît peu, qui paraît complexe, celui des produits vanille d'un trader. Et c'est un dossier absolument exceptionnel qui est pour moi totalement fondateur. Très clair. Aujourd'hui, vous vous êtes installé depuis 2 mois. C'est quoi l'idéal que vous faites de votre cabinet, ou où est-ce que vous aimeriez aller? Vers quoi vous aimeriez tendre? Est-ce que c'est un cabinet de niche avec une forte réputation? Est-ce que c'est un cabinet qui ouvrirait, alors ça j'aurais jamais vu, mais qui ouvrirait par la compliance, le contentieux des affaires et le droit pénal des affaires pour s'ouvrir derrière vers des opérations de conseil? Qu'est-ce que ça serait? Mon cabinet rêvé? Ouais. Mon cabinet rêvé, je pense qu'il grandit, il s'enrichit de talent, avec ce même lien basé sur le fait qu'à l'instinct, humainement, on partage des valeurs et on veut les mettre au milieu de la table et faire grandir une entité, Aldébaran, qui est son âme propre. Ensuite, j'ai pas si on fait en plus, je sais pas moi, du fiscal, du M&A, tout ça, moi ça m'ira très bien. Ouais. Voilà, je suis pas du tout fermée, j'ai pas une vision en me disant on sera le cabinet de niche, tout ça. En revanche, ce que je veux, c'est un socle où les gens qui passent le seuil le matin ont la banane, ont le sourire, qui sont là avec de l'enthousiasme, qui ont envie d'apprendre toujours, de transmettre aussi, et qu'ils le fassent surtout avec la valeur placardée au-dessus, excellence, enthousiasme, échange. Très clair. Aujourd'hui, si vous aviez un cabinet qui vous inspire, auquel vous aimeriez ressembler sur le panel des cabinets d'affaires parisiens ou internationaux, est-ce que vous pourriez me donner un nom?
Alors, il va falloir que je déconnecte ça. Moi, j'aime énormément et j'admire beaucoup le travail du cabinet de Temim. Voilà, donc ça, j'aime beaucoup. Après, c'est un cabinet de niche un peu plus, qui est vraiment sur son segment. C'est pas nécessairement cet avenir-là que je souhaite pour Aldébaran. Aldébaran sera unique et puis c'est tout. Il y a plein de cabinets magnifiques. Je vous en ai cité un et je pourrais vous en citer 36. C'est pas mal. Est-ce que vous avez un petit mot de la fin? Ça fait 40 minutes qu'on discute ensemble. Je tiens à le dire parce que je ne le dis pas souvent et je le dis même quasiment jamais. Il n'y a pas de questions qui ont été envoyées à l'avocat en face. Donc là, je suis en train de l'assaillir de questions qui viennent de tous les côtés. Elles me viennent en même temps dans la tête au moment où je parle. Et donc, j'aime beaucoup les réponses parce qu'elles sont vraiment saillantes et elles viennent du cœur. Et donc, est-ce que vous auriez, maître, un mot de la fin, un conseil, quelque chose à délivrer, un message, ce que vous voulez? Écoutez, moi je dirais que c'est un peu la carte blanche de la fin. Je pense qu'on va prendre la devise d'Aldébaran. On s'était dit avec Fanny, en route vers les étoiles. Et donc là, on est dans la fusée, on a pris. Et donc pour mettre toutes les provisions qu'il faut, les sourires, les beaux dossiers, les meilleurs collaborateurs et stagiaires du monde, meilleurs associés, venez donc, la porte de notre fusée est ouverte. Le voyage sera beau, come on. Alors moi franchement, je viens de trouver un truc qui est vachement mieux que ça, c'est la chevauchée céleste. Parce que quand même c'est un cheval qui va derrière vers des planètes et franchement la chevauchée céleste, je trouve ça vachement plus poétique que… En Amazon, donc j'oublie mon concept totalement ringard de la fusée, on se fait une chevauchée céleste en route vers les étoiles, on est bon. Bon, et dernière question un peu plus sérieuse. Quand est-ce que vous allez venir faire la formation Business Partner d'Anomia? On coupe le podcast, je vous prends mon agenda, on est bon. Et bien du 12, ah non, c'est quand 12 avril, les 3 dernières semaines d'avril, je sais pas, faut que je regarde. Merci beaucoup en tout cas. Merci maître, c'était un vrai plaisir. Très honnêtement, c'est la première fois que je ris autant pendant un podcast, que habituellement c'est beaucoup plus solennel, c'est quand même détendu, mais beaucoup plus solennel. Et vous m'avez fait beaucoup rire, vous avez beaucoup de joie et je serais ravi de travailler pour un cabinet d'avocats qui a au moins cette capacité à rire, à s'émouvoir et à s'émerveiller. Chouette, j'ai couché le casque. Merci beaucoup Valentin. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous a plu. Pour découvrir tous les contenus qu'Anomia propose, vous pouvez vous rendre sur www.anomia.fr. Vous y trouverez des vidéos, des podcasts, des articles et également nos propositions de formation et d'accompagnement dédiées aux avocats, dédiées au business des avocats. Je vous souhaite une excellente journée et n'hésitez surtout pas à nous contacter. À bientôt.